1932, depuis 2 ans déjà, la République allemande, née de l'Assemblée constituante de Weimar en 1920, frappée de plein fouet par la crise de 1929, connaît le chômage de masse, une nouvelle vague de paupérisation des classes moyennes et le désespoir de ses élites. La démocratie républicaine, instaurée 13 ans plus tôt, demeure la mal-aimée d'une majorité d'Allemands. N'est-elle pas le résultat du compromis boiteux intervenu entre ouvriers sociaux-démocrates et bourgeois conservateurs, faute pour chacun d'entre eux de réaliser leur rêve véritable, utopie socialiste ou restauration monarchique? Précisément, un homme, Adolf Hitler, et un parti, le Parti national-socialiste des ouvriers allemands, le NSDAP, se veut la synthèse active, mais antidémocratique, du socialisme des uns, du conservatisme patriotique des autres. Il se propose une toute autre réconciliation des deux Allemagnes, en combattant le communisme par la violence de rue, et non plus la persuasion démocratique, et surtout en concentrant le malaise allemand sur le rejet de l'étranger, les complots de l'Occident démocratique et de ses alliés au cœur même du système, les Juifs. Désormais, poussé par le vent mauvais de la crise économique, c'est l'avalanche électorale pour le parti nazi. Aux élections présidentielles d'avril 1932, Hitler recueille déjà 37% des suffrages. Puis 3 mois plus tard, aux élections législatives de juillet, alors que des conservateurs commencent autour du chancelier von Papen à prôner une entente avec Hitler, le parti nazi remporte grâce à la proportionnelle intégrale un énorme succès avec 230 élus et un peu plus de 41% des suffrages. Pourtant, au lendemain de ces élections, en ce milieu d'année 1932, la prise de pouvoir national-socialiste n'était pas encore inexorable, comme on le dit et l'écrit le plus souvent. Il demeurait, après tout, encore une majorité de 59% d'Allemands qui refusaient le nazisme à des degrés divers. Mais était-il toujours possible de les rassembler, des communistes aux conservateurs en passant par les centres républicains, socialistes et catholiques? Un homme, en tout cas, a tenté cette entreprise avec courage, détermination et une singulière habileté. Le général prussien Kurt von Schleicher. Aurait-il pu réussir si tard? Et si oui, aurait-il pu changer ainsi le cours de l'histoire mondiale? Pour comprendre comment un militaire traditionnel aurait pu sauver la précaire démocratie allemande, il nous faut revenir au début des années 20, lorsque le pacte entre l'armée, la Reichswehr et la République a été scellé. C'est l'armée qui a en réalité sauvé la République dès 1923 pour des raisons complexes. Diminuée par l'armistice, mais maintenue dans sa cohésion, l'armée prépare la revanche. Mais elle a besoin de temps, un temps que la République peut lui donner mieux qu'aucun autre régime. En 1923, les sociodémocrates refusent une dernière fois l'alliance révolutionnaire que leur proposent Lénine et les communistes allemands. La Reichswehr, dirigée par le maréchal von Seeckt, applique dans ces conditions sa partie du contrat. Elle n'hésite pas à faire usage de ses armes contre son ancien chef, le maréchal Ludendorff, qui tente un putsch à Munich avec l'aide d'un groupuscule d'extrême droite, le parti nazi naissant, dont le chef, Adolf Hitler, blessé dans la fusillade, est jeté en prison. 2 ans plus tard, en 1925, la social-démocratie reconnaissante soutient à l'élection présidentielle le glorieux maréchal Hindenburg, rival conservateur de Ludendorff, mais il ralliait, lui, à la démocratie. L'armée est ainsi rentrée en politique par les coulisses, elle n'en sortira plus. Quelques jeunes généraux se passionnent pour ce jeu. L'un d'entre eux, officier d'artillerie prussien et ami intime du fils du maréchal Hindenburg, se détache, Kurt von Schleicher. Durant toute la République de Weimar, il jouera le rôle d'intermédiaire secret entre milieu politique et milieu militaire. Dès 1930, ce petit noble prussien sarcastique et rusé engage le combat sans recul. Il méprise Hitler depuis 1923, le tient pour un lâche et un personnage dangereux. En juin 1932, il est entré comme ministre des Armées dans le gouvernement franchement conservateur de von Papen, qui cherche à enfermer le nazisme dans une alliance assortie de garanties avec la droite classique. Mais les négociations secrètes qu'il conduit avec Hitler en juillet-août 1932 le convainquent définitivement, et bien avant tout le monde, de l'inanité de cette politique. Dès lors, il part en guerre, prêt à tout. Mais a-t-il une véritable stratégie? La stratégie de von Schleicher est d'abord de reconstituer la grande coalition de 1923 qui, regroupant la Reichswehr, la social-démocratie et les partis du centre-droit, a réussi à arrêter l'Allemagne au bord de l'abîme, à l'époque la guerre civile inévitable entre Ludendorff et les communistes.
Mais il y a une différence profonde. En 1923, malgré la catastrophique inflation, l'Allemagne était au travail. La reconstruction qui débutait avait réduit le chômage à peu de choses. En 1932, c'est au contraire l'effondrement productif et la déflation permanente qui alimentent les partis extrêmes. Il faut donc élargir la coalition originelle de Weimar en prélevant à droite sur les nazis, à gauche sur les communistes. Avec les nazis, l'opération est relativement simple et brillante. Gregor Strasser, qui représente l'aile gauche du parti nazi, bien implanté en Allemagne du Nord, est devenu peu à peu le rival de Hitler. Il déplore la caporalisation du parti et les clins d'œil de Hitler en direction de conservateurs catholiques comme von Papen. Son propre frère, Otto, a déjà opéré une petite scission 2 ans plus tôt, et certains chefs des SA autour de Röhm sont impressionnés par son discours social. Il est mûr pour une ouverture. En le cajolant, Schleicher en fait son allié et espère l'intégrer au jeu parlementaire. En septembre 1932, Gregor Strasser séduit, claque effectivement la porte du parti nazi et donne son accord pour devenir le numéro 2, le vice-chancelier, d'un futur gouvernement Schleicher avec la charge du travail, des affaires sociales et de l'économie. Si la direction du Parti socialiste se méfie encore de Strasser, en revanche, les syndicats sociodémocrates apeurés et démunis saluent le début de scission du nazisme et jouent le jeu du général von Schleicher. Ils parlent déjà d'un véritable front du travail. Catholiques du Zentrum, libéraux ne peuvent que suivre. Reste le plus dur, le plus insensé en apparence. Acheter la neutralité tactique de la direction communiste. Le KPD, le Parti communiste, suit en effet depuis l'été 1929 une ligne ultra-gauchiste de déstabilisation permanente de la République, inspirée directement par Staline. Aussi incroyable que cela soit, Schleicher va parvenir à s'entendre, car le général a été depuis 1924 le chef de ce qu'on appelait la Reichswehr noire, c'est-à-dire du réarmement clandestin de l'Allemagne. C'est lui qui, en tant que chef de la section politique de la Reichswehr, a négocié avec tous les chefs militaires soviétiques successifs l'usage du territoire russe pour permettre à l'armée allemande d'y expérimenter blindés, avions et gaz de combat. Des amitiés apparemment contre nature se sont développées. Elles permettent à Schleicher de traiter directement avec ses homologues Tukhachevsky, Yegorov, Voroshilov et donc avec Staline lui-même. À ces hommes, Schleicher promet une entente durable, un véritable pacte germano-soviétique en échange de leur neutralité dans la crise qui va suivre. Incroyable mais vrai, né d'une entente de l'armée et des socialistes contre une réédition potentielle de la révolution russe, la République de Weimar finit par une entente de l'armée prussienne et de l'armée rouge pour tenter de sauver les socialistes et les chrétiens démocrates. Tout est donc prêt fin octobre pour tenter l'ultime assaut contre Hitler. Avec l'appui du président maréchal Hindenburg, von Schleicher fait tomber le gouvernement quasi paralysé de von Papen, dont il était déjà l'homme fort, et prend les rênes comme chancelier en décembre 1932. On sait hélas que cette ultime tentative va échouer en 2 mois et que von Schleicher sera le dernier chancelier de la République de Weimar. Pourquoi cet échec? Paradoxalement, Schleicher a réussi partiellement son entreprise d'enveloppement sur les ailes. Mais au même moment, son centre s'est rompu. La défection de Strasser, son rapprochement avec les syndicats et le Parti social-démocrate, l'adoption de mesures sociales spectaculaires sont au départ parfaitement réussies. De même, l'infléchissement de la ligne de Moscou commence à porter ses fruits dans le KPD avec l'envoi d'un nouveau patron, le Bulgare Georges Dimitrov, acquis depuis toujours au rapprochement avec la social-démocratie. Mais ce sont les siens qui ne suivent pas le général. Dans le patronat, on craint le coup social de la démagogie de Strasser et on attend plutôt de Hitler une mise au pas pure et simple des syndicats. Au club de la noblesse, le Herrenklub, on n'a pas apprécié non plus la mise au rencard du baron von Papen. Pendant les 2 mois décisifs, ce dernier plaidera sans relâche pour un gouvernement de coalition des nazis et de la droite classique. Le 4 janvier 1933, le chancelier évincé, poussé par le philosophe intégriste Carl Schmitt, rencontre Hitler à Cologne pour lui proposer l'entente. Bientôt, Schleicher est à son tour lâché par le gouverneur de la Banque centrale, le tout-puissant Hjalmar Schacht, libéral de gauche proche des idées de Keynes à l'origine, et qui avait pourtant vu dans le programme Strasser une politique de relance intelligente. Récompensé par Hitler avec le ministère des Finances le mois suivant, Schacht appliquera tout simplement ce programme, mais au bénéfice du nouveau régime nazi. Reste l'armée.
Celle-ci, à son tour, désarme son trop habile chef politique. L'armée a peur d'exercer le pouvoir. Dès le mois suivant, la Reichswehr s'engagera dans le pacte faustien avec le diable. Elle renonce à tout rôle politique autonome, mais en échange, elle se voit conférer par les nazis une priorité absolue en matière de budget et d'équipement. Trahi par son armée, victime des intrigues de von Papen, abandonné dès lors par Strasser, rejeté par le patronat, Schleicher a perdu. Sa démission est effective le 29 janvier 1933. Le lendemain, 30 janvier, l'angoisse au cœur, le maréchal Hindenburg se résigne donc à appeler à la chancellerie du Reich le caporal Adolf Hitler. Moins d'un an et demi après son arrivée à la chancellerie, Hitler réglera le 30 juin 1934, lors de la nuit dite des longs couteaux, tous ses comptes de l'épisode Schleicher. Röhm et tout l'état-major des SA, Gregor Strasser et bien sûr le général von Schleicher lui-même sont assassinés par la SS en une nuit. Peut-on imaginer, hommage plus explicite que cette haine et cette peur rétrospective du Führer pour cet adversaire coriace qui, sans doute, avait représenté la chance ultime de l'Allemagne et aussi la chance ultime de l'armée. Mêlant à la fois la souplesse du manœuvrier parlementaire et le courage rigide d'un Junker prussien, la carrière de von Schleicher est un peu comme un pont, jeté entre la génération de la République de Weimar et celle des auteurs, eux aussi prussiens et militaires pour la plupart d'entre eux, de l'attentat manqué du 20 juillet 1944, qui finiront par le rejoindre intellectuellement, mais trop tard pour sauver l'armée, bien trop tard pour sauver l'Allemagne.